Cool. Parfait. Allô, allô, 1, 2, bonjour Montréal. Bonjour. Ah. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis très content de vous accueillir pour cette deuxième démonstration du show pâtissier. Je me présente, je m'appelle Jérémy Jean-Baptiste, je suis chef de cuisine et j'ai l'immense honneur d'animer aujourd'hui et demain les ateliers show pâtissier. Je vais introduire l'invité d'aujourd'hui. Il s'appelle Nicolas Dutertre. Il vient de l'Académie du chocolat. Il est issu de l'école renommée Les Compagnons du Devoir en France. Il a perfectionné son art aux côtés de meilleurs ouvriers de France et de champions du monde de pâtisserie. Installé à Montréal, il s'est spécialisé dans les macarons. Il fait partie de l'équipe Chocolat Academy depuis 2014 et depuis 2021, il dirige cette équipe. Messieurs, dames, je vous demanderai, s'il vous plaît, de faire une belle main d'applaudissements pour Nicolas Dutertre. Bonjour, bonjour. Donc, je vais le refaire un peu. Bonjour Montréal. Ouais. Tu vois, Jérémy, hein. C'est bon. Donc, bonjour, bonjour. Donc, très, très heureux aujourd'hui d'être parmi les démonstrateurs du premier salon du chocolat à Montréal. Donc, je suis très content parce que c'est un salon que je connais qui est né à Paris, si je ne raconte pas de bêtises. Une trentaine d'années. Je suis de la région parisienne, donc j'ai beaucoup animé le salon à Paris. Et de le voir ici à Montréal, on est très, très fiers d'avoir ce beau salon du chocolat à Montréal parce que le chocolat, c'est quelque chose que tout le monde aime, j'espère. J'ai connu des gens qui n'aimaient pas, mais j'ai réussi à travers des recettes à leur faire aimer le chocolat. Donc aujourd'hui, on va faire une démonstration de pâtisserie. Donc moi, je suis chef pâtissier de métier. J'aime pas dire ça, mais ça fait plus de 30 ans que je suis dans le métier. J'ai commencé très très jeune, hein, donc voilà. Et je suis vraiment spécialisé en pâtisserie. Comme a dit Jérémy, en fait, l'Académie du chocolat, nous sommes une compagnie en fait, de chocolat où nous vous proposons des cours pour les professionnels essentiellement. Désolé, messieurs, dames, mais c'est vraiment essentiellement pour les professionnels. Et en fait, on est là pour supporter notre équipe commerciale pour vendre nos chocolats et pour sublimer, j'aime bien dire ça, pour sublimer en fait le chocolat brut en création pâtissière, glace, chocolat, un petit peu tout ce qui est domaine sucré en tout cas. Parfait. Alors avant que tu commences, je vais vous expliquer, messieurs, dames, comment va se dérouler cette démonstration. Donc la démonstration va durer à peu près 45 minutes. Le chef va nous montrer sa belle recette, mais ce que je prends énormément de plaisir à faire, c'est surtout vous dire ceci. C'est ce que vous allez voir ici, et bien vous allez pouvoir le goûter là. Mais oui, messieurs, dames. Donc, juste pour vous dire un petit peu le fonctionnement, à la suite de la démonstration, je vous demanderai, s'il vous plaît, de quitter les chaises de façon à ce que nous fassions un petit coup de propre. Et puis, par la suite, d'autres personnes pourront avoir la chance de voir la démonstration de près. Alors, le chef Nicolas nous prépare aujourd'hui un pavlova. Pavlova qui est un dessert à base de meringue, mais j'en dirai pas plus et je passe la parole au chef. Donc voilà, merci Jérémy. Donc comme disait Jérémy, on va faire une pavlova. Donc je me suis adapté un petit peu parce que je sais que la cuisine c'est facile, entre parenthèses, on peut mettre un petit peu de ci, un petit peu de ça, mais vous savez que la pâtisserie, on a toujours notre petite balance. Hein. Les cuisiniers aiment bien nous appeler un petit peu les tarés du métier parce qu'on est toujours en train de peser. Mais la pâtisserie, comme la cuisine, hein, mais encore plus la pâtisserie, demande en fait des précisions au niveau des pesées parce que vous savez que les matières premières sont vivantes hein, en général, hein, que ce soit des blancs d'œufs, du sucre ou quoi que ce soit. Et des petites quantités, des fois sur 10 grammes, 15 grammes, ça peut changer complètement une recette. Je pense que vous avez dû faire de la pâtisserie à la maison, vous avez dû voir les résultats que des fois que ça pouvait apporter. Parce qu'en pâtisserie, c'est les poids, les températures, c'est vraiment tout, chaque étape de la construction d'un gâteau est vraiment très importante. Donc c'est pour ça que ça fait un peu peur d'en faire à la maison. Mais moi, je vais vous simplifier ça aujourd'hui. Hein, ça va être quelque chose, une recette qui est très simple à faire, je pense. Mais vous allez pouvoir faire ça à la maison. Ou en gâteau comme je vais faire aujourd'hui, ou alors en verrine déstructurée, parce que la verrine, en fait, très généralement, on peut casser des morceaux, mettre de la crème, des petites choses. C'est un peu plus simple, d'accord ? Moi, je vais faire un petit gâteau un peu plus pâtissier, mais vous pouvez vraiment simplifier ça, d'accord ? Alors, juste une petite chose, la recette de Nicolas, vous allez pouvoir la retrouver sur la page de Salon du Chocolat, donc n'hésitez pas à aller cliquer et voir sa recette.
qui est juste ici. Puis comme dit Nicolas, effectivement, la différence qu'il y a entre la cuisine et la pâtisserie, c'est la précision. Et comme je l'ai dit, je le dis souvent, il y a un mot qui existe en cuisine, mais qui n'existe pas en pâtisserie, en chocolaterie, chez les glaciers, c'est rattraper. En cuisine, on peut rattraper. La sauce est trop liquide, je vais aller chercher un petit peu de fécule, je vais aller chercher un petit peu de farine, et là, je vais pouvoir venir avoir quelque chose de beaucoup plus onctueux. En pâtisserie, en chocolaterie, il n'y a pas à rattraper. C'est de la précision. Donc là, le chef nous fait le grand honneur de préparer un pavlova. C'est ça. Donc, je ne vais pas faire un cours d'histoire, hein, mais la pavlova, en fait, c'est un dessert qui a été créé pour une ballerine qui est dans les années 20, si je ne me trompe pas. Et c'est un dessert, en fait, qui est plus populaire en Australie et en Nouvelle-Zélande. Mais en fait, le pâtissier, hein, l'original de la pavlova est plus une meringue blanche. Donc, meringue, blanc d'œuf, sucre glace. Beaucoup de sucre. Mais si on balance bien les goûts de la pavlova, on peut avoir quelque chose de désucré. Il faut savoir que la pâtisserie de 2024 est beaucoup moins sucrée que la pâtisserie de 2020, 2000 et ainsi de suite. On va dans une pâtisserie qui est beaucoup plus forte en goût, mais moins sucrée. Et on s'aperçoit en fait que les mêmes recettes qu'on avait il y a 30 ans, on a les mêmes recettes, on a diminué de moitié le sucre, et ça fonctionne très bien, et c'est aussi bon. D'accord? Donc, c'est vraiment important de le noter. C'est pour prolonger le plaisir. Effectivement, Exactement. on n'a pas besoin d'avoir du sucre pour prendre du plaisir. C'est surtout les saveurs, les parfums qui vont donner toute sa beauté au dessert. Exactement. Donc là, je vais commencer par les blancs d'œufs. Donc les blancs d'œufs, donc pour faire une meringue, je répète, blanc d'œuf, sucre. Alors je sais qu'au Québec, on appelle ça le sucre blanc, mais en général, hein, les pâtissiers appellent ça le sucre semoule, parce qu'en fait, le sucre a différentes tailles. Hein. On a du sucre cristal, le sucre cristal qui est un petit peu plus gros que le sucre semoule. Donc au Québec, on va dire le sucre blanc, ça va être très simple pour tout le monde. Donc c'est vraiment le sucre que vous trouvez partout. D'accord? Les blancs d'œufs. Donc les blancs d'œufs, il existe dans le commerce des blancs d'œufs congelés ou des blancs d'œufs en bouteille. Je vous le déconseille pour faire des meringues ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pasteurisé et en général, la protéine qu'il y a dans le blanc d'œuf est un peu détruite par la pasteurisation. Et donc, vous allez avoir un blanc d'œuf qui va prendre moins de volume. Donc, à la maison, on ne va pas faire des litres et des litres de blanc d'œuf. Donc, vous clarifiez des blancs d'œuf. Idéalement, on n'a pas le droit, mais vous les laissez plusieurs heures dehors pour laisser un petit peu évaporer l'eau qu'il y a dans le blanc d'œuf. Ça va permettre de concentrer la protéine et encore une fois de plus d'avoir un blanc d'œuf magnifique une fois qu'il sera monté. Donc vous voyez, la pâtisserie, c'est plein de petites choses importantes et ça fonctionnera très bien. J'ai une petite question concernant les blancs d'œufs. Est-ce qu'il y a une date limite de consommation du blanc d'œuf? Par exemple, ça fait 2 jours que j'ai mes blancs d'œufs. Est-ce que ma recette sera plus ou moins réussie ou complètement loupée? Alors non, justement, le blanc d'œuf, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est mieux même de les clarifier à l'avance, de les laisser au frigo. Et plus vous allez laisser entre parenthèses maturer, plus il va se concentrer en fait et il va pouvoir monter correctement. C'est un petit peu ce que je viens d'expliquer. Donc il y a une date de péremption. Il ne faut pas exagérer, il ne faut pas laisser 2 mois non plus. Hein, mais, quand ça commence à sentir mauvais, on arrête. Mais je dirais, allez, sans aucun problème, 5 jours au frigo, il n'y a aucun problème de laisser un blanc d'œuf. Le blanc d'œuf frais se congèle très bien aussi. Donc si vous en avez trop, on met au congélateur, il n'y a aucun problème. Ça se congèle, ça se décongèle. Mais quand on le décongèle, il faut le laisser quand même tempérer à température ambiante. D'accord? Vous le sortez la veille et vous le laissez toute la nuit dehors. Il sera meilleur. Alors, petite astuce du chef, les blancs d'œufs, on peut les clarifier à l'avance. Et comme vous avez bien compris, plus le blanc d'œuf aura de l'âge, meilleure sera la recette, si je ne me trompe pas. Exactement. Parfait. Donc, je vais monter les blancs d'œufs. Alors, les blancs d'œufs, c'est pareil. On a tendance, quand on a des batteurs comme ça, à mettre la vitesse très vite. Ce n'est pas conseillé, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, la protéine n'a pas le temps de monter correctement, de prendre l'air correctement, d'accord? Donc, dans un monde idéal, je suis toujours dans un monde idéal, vous laissez monter tranquillement vos blancs d'œufs. Vous n'êtes pas pressé quand on fait une pâtisserie, on prend notre temps, d'accord? Ça, c'est important. Et en fait, on monte tranquillement le blanc d'œuf. Donc là, j'ai 45 minutes, donc je vais peut-être accélérer un petit peu. Mais la meilleure pratique, c'est de monter le blanc d'œuf tranquillement et d'ajouter le sucre en 3 fois, on va dire, d'accord? Donc, le sucre, en fait, va permettre de serrer. Serrer, ça veut dire ça va un petit peu rendre le blanc d'œuf beaucoup plus ferme, d'accord? Et ça va éviter d'avoir des blancs d'œuf qui sont cassants. Vous avez déjà monté des blancs d'œuf, quand c'est trop monté, en fait, ils se séparent. Et en fait, en mettant le sucre comme ça permet de le solidifier un petit peu. Alors, petite question, la fameuse petite pincée de sel qu'on met dans le blanc. Ah, on va démystifier quelque chose. Alors, la pincée de sel, moi, j'en mets jamais. Ok. Mais ça fonctionne en fait pour permettre justement de casser un peu la protéine et d'avoir quelque chose de lisse, d'avoir un blanc d'œuf qui ne va pas grainer.
Donc on peut mettre du sel ou si vous avez de la crème de tarte. Crème de tarte ou même un petit jus de citron. Ok, un petit peu d'acide citrique. Ça va vraiment vous lisser les blancs d'œufs et vous n'allez pas avoir de problème de séparation quand le blanc d'œuf est trop monté. Alors, vous voyez ces petits liquides blancs que, une fois qu'on a battu les blancs en mèche, puis qu'on attend un petit peu, il y a comme un espèce de petit... c'est exactement ce que le chef est en train d'expliquer. C'est ce qui va permettre de garder tout notre blanc entier. Tout à fait. Donc là, pendant que mes blancs d'œufs sont en train de monter, j'ai du sucre glace, donc du sucre en poudre au Québec, c'est bien ça? Donc, sucre glace, hein, en général, qu'est-ce que c'est du sucre glace? C'est tout simplement du sucre qui est mixé beaucoup plus fin et ça fait comme une poudre, tout simplement. Donc, j'ai mon sucre glace ici, je vais le mélanger avec du cacao poudre. Donc, juste pour vous expliquer, là j'ai pris un cacao poudre, hein, on a sorti un cacao poudre qui n'est pas très vieux, là, qui est un cacao poudre léger. Normalement, le cacao poudre, hein, on va tourner sur de la matière grasse. La matière grasse qu'il y a dans le cacao poudre, c'est du beurre de cacao, d'accord? Et en général, un cacao poudre, soit on a des variétés qui sont entre 10-12%, ou alors 20-22% de matière grasse dedans, d'accord? Et celui-là, en fait, il a 0% de matière grasse. Donc ça avantage énormément, en fait, quand on va faire une meringue, parce que le gras dans un blanc d'œuf, ça ne monte pas, hein. Si vous avez un jour des blancs d'œuf et puis que ça ne monte pas bien, c'est que votre cuve, elle n'est pas propre, c'est qu'elle a mal été lavée, parce que le blanc d'œuf ne montera jamais s'il y a du gras qui est importé dedans. Donc en fait, on utilise encore du cacao poudre avec de la matière grasse, mais c'est vrai qu'avec ce cacao poudre-là, elle est beaucoup plus ferme. Vous allez voir la texture après, je vais vous faire voir. Alors rapidement, la petite différence entre le cacao et le chocolat, très rapidement. Alors, est-ce qu'il y en a qui savent? À main levée, qui connaît la différence entre le cacao... Ah, madame. Tenez. Bonjour. Bonjour. Alors, dans le cacao, on a retiré notamment le beurre de cacao. J'ai pas entendu. On a retiré le beurre de cacao. Non, parce que dans le cacao poudre, on a encore du beurre de cacao dedans. Non, Alors je repose la question, quelle est la différence entre le cacao et le chocolat? Ah, juste là-bas. Madame, peut-être vous donnez la réponse. Ça paraît simple, hein, mais vous allez voir que c'est... Le cacao, c'est un dérivé du chocolat, mais dans le chocolat, on trouve le cacao, le beurre de cacao, le sucre. Mais dans le poudre de cacao, on trouve juste le poudre de cacao. C'est presque ça. On y est presque. Alors je pense qu'on peut l'applaudir parce qu'elle était quand même proche de la réponse. Bravo, bravo, bravo. Allez chef, dis-nous tout. Donc en fait, le cacao, hein, faut comprendre que le chocolat, il est fait avec quoi? Il est fait avec de la liqueur de cacao. La liqueur de cacao, on peut appeler, il y a plusieurs termes, masse de cacao, donc le 100% cacao, hein. On a la fève de cacao qui est complètement compactée, hein, qui est broyée, qui est torréfiée, ainsi de suite, hein, tout le processus normal du chocolat. Et ensuite, cette liqueur de cacao, on va la presser, on va la mettre dans des grosses presses, ça va les presser. Qu'est-ce qui va ressortir de cette presse-là? Ça va être du beurre de cacao. Il faut savoir que le beurre de cacao, on ne s'en sert pas que dans le chocolat, hein. Toutes les petites crèmes que vous mettez, on s'en sert énormément pour beaucoup de choses, le beurre de cacao. Donc en fait, cette liqueur est pressée et on va arrêter la presse jusqu'à temps qu'on veuille 10-12%, 20-22% de matière grasse, tout simplement. Et le chocolat, c'est ce que vous disiez, c'est de la liqueur de cacao, du sucre et du beurre de cacao encore dedans. Bravo. Bravo. Donc Alors. ici, donc, le sucre glace avec le cacao poudre mélangé directement. C'est important de tamiser tout le temps. Tout le temps, tamiser le sucre glace. Pourquoi? Parce que le sucre glace, c'est quelque chose qui va prendre l'humidité facilement. Donc, pour avoir quelque chose qui va bien se mélanger dans le mélange, important de toujours tamiser vos sucres glace. Comme la farine. La farine, même si vous achetez qui a marqué extra fluide, toujours tamiser les farines. Parce qu'un jour, on va faire, je ne sais pas moi, de la friture, on va mettre un petit peu d'œuf dans la farine, et puis après, il va y avoir des gros grains comme ça. Donc, si on mélange ça dans un gâteau, ça ne va pas le faire. D'accord? Donc, toujours tamiser vos farines, hein. Non seulement pour faciliter le mélange, mais aussi s'il y a des impuretés qui peuvent tomber dedans. Il est beau, mon blanc d'œuf, hein? De toute beauté. Donc, le blanc d'œuf, je vais l'arrêter. Donc l'avantage d'avoir mis le sucre comme ça, c'est comme je vous disais, il est bien lisse. Regardez, j'ai quelque chose de bien lisse. Donc on appelle dans le terme pâtissier, ça c'est le bec d'oiseau. Hein, c'est en fait la texture du blanc d'œuf qu'on veut, d'accord? Avant de mélanger l'autre mélange. C'est le fameux test pour voir si les blancs sont bien montés. C'est le bec d'oiseau.
Exactement. Puis il y a une très belle couleur nacrée, vous ne le voyez pas d'ici là, mais on dirait la surface d'une perle, c'est de toute beauté. Donc, comme a dit Jérémy, moi j'ai travaillé dans les macarons. Donc, je peux vous dire que dans une production de macarons, le blanc d'œuf est très important. Donc, je peux vous dire que j'ai pas mal galéré dans les débuts pour trouver une bonne qualité de blanc d'œuf pour avoir des macarons de bonne qualité. Donc, on mélange tranquillement la meringue. Donc, attention parce que le cacao poudre est pas mal volatile. Donc, si vous ne voulez pas avoir du cacao poudre partout, on fait attention. Donc, l'avantage de ce cacao poudre, donc, comme je vous disais, qui est dégraissé par rapport à un autre qui est un petit peu plus gras, je peux un petit peu aller plus violemment, entre parenthèses, quand je vais mélanger. Le matière grasse, il n'y en a pratiquement pas. Donc, en fait, ça ne va pas faire retomber trop le blanc d'œuf. D'accord ? Si vous avez un cacao poudre classique, faites bien attention de bien mélanger. D'accord ? Pour ne pas faire retomber trop le mélange. Donc là, on voit le chef a été progressivement dans l'incorporation des poudres. Et avec sa meurise, il vient tranquillement de l'extérieur vers l'intérieur, faire pénétrer cette poudre. Et on commence avec un geste plutôt doux pour ne pas en mettre partout. Et puis là, on a quelque chose de un petit peu plus tenu. Donc, comme disait Jérémy, hein, la maryse, c'est une spatule, mais inflexible en fait. D'accord ? Bon, c'est un terme un peu plus pâtissier ou cuisinier. Mais là, c'est plus une spatule, si vous voulez, avec la langue de chat. Langue de chat aussi, c'est vrai. Ça. Donc, ma meringue est bien mélangée. Donc, vous voyez la texture de la meringue. Elle se tient bien. Waouh. Elle n'est pas liquide, elle n'est pas... OK. Et ici, j'ai commencé à préparer des petits ronds pour m'aider, en fait, hein, à pocher ma pavlova. Donc rapidement, à main levée, qui a déjà fait des meringues? Bon, bah, magnifique. Bien. Est-ce que vous les avez réussi? Oui? Oui? Qui n'a pas réussi ces meringues? Ah, mais il y a des raisons. Peut-être que le four était trop chaud, peut-être que les blancs n'étaient pas assez montés, peut-être que vous étiez impatient, ou tout simplement, peut-être que vous avez loupé la recette. Donc là, je vais une poche avec une douille étoile. On appelle ça une douille étoile. Vous la voyez, je pense, oui. Donc c'est une douille cannelée, hein, si vous voulez, avec un petit peu plus de dents. D'accord? Alors, petite astuce, pour pas que la feuille s'envole dans le four, hein, on va coller la feuille sur les 4 coins. Très important. Parce que non seulement dans le four, ça peut s'envoler, mais aussi quand on va pocher la meringue, ça va coller, ça va être une catastrophe. D'accord? Alors vous notez bien, petite astuce, une petite touche de meringue sur la plaque, ça vient bien stabiliser le papier parchemin. Et là, le chef est en train de préparer, oh là là, le pavlova, c'est de toute beauté. C'est de toute beauté, c'est de toute... On peut applaudir. C'est pas le fini, geste... hein, c'est pas fini. Vous énervez, c'est pas fini encore. Hein. Le geste est magnifique. Donc en fait, hein, je sais que le pochage, c'est pas toujours facile pour tout le monde, mais la petite astuce qu'il faut savoir, c'est déjà, on voit souvent en fait les gens qui pochent, mais qui tournent en fait pour faire une rosace. Mais non, en fait, c'est pas ça le but. C'est, je vais toujours dresser à peu près à 1/2 centimètre de ma plaque pour laisser en fait la douille faire son travail, c'est-à-dire donner la forme de ce que je veux. Donc en fait, je vais appuyer, je vais lâcher et je vais couper sur le côté. D'accord? Ah, ok. Et donc là, je vais continuer le tour de ma pavlova. Donc, pour que bien que ça s'attache, hein, pour pas que ça se décolle une fois que ça va être cuit, on les fait bien coller ensemble, d'accord? Et donc là, vous avez quelque chose de bien rond, ok? Parce qu'on est d'accord, là, ça ne va pas gonfler, ça va pas... La forme que tu lui as donnée, c'est la forme qui va rester. La forme va rester. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, en fait, à la meringue ne s'occupe pas à une température classique d'un gâteau. Idéalement, vous la mettez au four à 80-90 degrés, d'accord? Je n'aime pas trop donner des vraies températures parce Alors que attends, chacun... 90 degrés Celsius. Ah, important. 180 Fahrenheit. Voilà. Donc, ce qui est important, en fait, une meringue, c'est qu'il faut qu'elle sèche. Il ne faut pas qu'elle gonfle ou qu'elle cuise, d'accord? Donc, en fait, faites attention quand vous faites une meringue à la maison, faites un essai et n'hésitez pas à noter. J'ai cuit ma meringue tant de temps, c'était parfait. Comme ça, vous avez toujours le même temps, la même qualité de cuisson, d'accord? Mais en général, 90, maximum 100 degrés, environ 2 heures. Environ 2 heures, d'accord? Et voilà, je la mets au four. Et en fait, le résultat, hein, ça va donner... Ah, j'ai pas fini, attends, j'ai pas fini. Ah, il manque une petite étape. Et il manque une petite chose. En fait, pour pouvoir inclure dedans, dans ma pavlova, mon petit confit que je vais faire après, j'ai une boule
une cuillère à boule parisienne, on appelle. Vous connaissez cette petite cuillère-là, avec un petit peu d'eau. Et je vais creuser légèrement ma meringue pour faire des cavités, ce qui va me permettre de mettre de la garniture dedans. Comme ceci. Donc, pourquoi je mets de l'eau? C'est pour éviter que ça colle de trop. D'accord? Donc, je fais le tour comme ça de ma pavlova dans toutes les boules. Hop. Voilà. Et vous continuez ainsi de suite. OK? Avant cuisson. Donc ça passe au four. Ça passe au four, exactement. Merci beaucoup. Ça, c'est fini. Merci. Et en fait, le résultat sera une meringue cuite. Là, on OK? peut applaudir. Là, on peut y aller. Donc ça, c'est des meringues que vous pouvez préparer d'avance. La meringue se conserve très bien dans un endroit sec. Donc vous pouvez très bien en faire une portion, je sais pas, vous faites 10-15 pavlova, vous les stockez dans une boîte hermétique. Ça ne va pas prendre de mauvais goût ou quoi que ce soit. Il y a quand même beaucoup de sucre. Et le sucre, ça conserve. Donc ensuite, on va passer à la deuxième recette. Donc la deuxième recette, ça va être un confit de canneberge. Bon, je suis au Québec. Le canneberge, je crois que c'est un peu la période, hein, je crois, Oui. Si je ne raconte pas de bêtises. Hein. Donc en fait, la canneberge. Donc la canneberge, j'aime bien l'utiliser parce qu'elle a un côté un petit peu amer, que vous connaissez bien entendu. Et je la mélange souvent avec un petit peu de framboise pour avoir une belle balance de goût. D'accord? Le goût est très important en cuisine ou en pâtisserie, c'est très important. Je peux faire la meilleure pavlova du monde, mais si j'ai quelque chose de sucré, avec du sucre, encore du sucre et toujours du sucre, ça va être immangeable. D'accord? Donc en fait, le métier de pâtissier, le métier de chocolatier, c'est vraiment de trouver les équilibres de goût. D'accord? Parce que vous savez, la base de meringue est très sucrée. Donc il faut que je combatte, entre parenthèses, le côté sucré avec justement quelque chose qui va permettre de balancer justement le côté trop sucré. Donc je mets un petit peu de canneberge, donc l'amertume, un petit peu de framboise, l'acidité. J'ai un petit peu de jus d'orange, parce que je ne sais pas si vous savez, mais la canneberge et le jus d'orange, c'est quelque chose... Ah, on connaît, hein. Ça va très très bien ensemble. Un petit peu de sucre avec de l'agar-agar. Vous connaissez l'agar-agar? L'agar-agar, donc c'est un gélifiant naturel à base d'algues, avec des algues, hein, c'est fait avec des algues. Et dedans, j'ai de la gélatine, d'accord? Alors, la gélatine, il faut savoir, vous avez la feuille de gélatine comme ça, mais pour les professionnels qui est faite en généralement avec du bœuf ou du porc. Mais on a maintenant une gélatine de poisson, d'accord? Donc la gélatine de poisson, c'est exactement le même travail que la feuille de gélatine, sauf qu'elle est au poisson. Au poisson, simplement. parfait. Donc, je vais commencer à expliquer comment j'ai fait ma purée de canneberge. Donc rapidement, avant que tu te relances dans la continuité de ta recette, je vais juste rappeler un petit peu ce qui se passe. Donc on est ici à la deuxième démonstration du show pâtissier. Nous avons avec nous Nicolas Dutertre qui prépare un pavlova au chocolat canneberge. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que c'est un petit peu plus long, mais j'ai pris mes canneberges fraîches. Alors idéalement, je ne vous cache pas que pour faire ce genre de purée de fruits, en fait j'ai fait une purée de canneberge, prenez des canneberges congelées. Ça fait la job largement, et bien au contraire, je trouve que c'est même un petit peu mieux, parce qu'il y a un petit peu plus d'eau, et ça permet en fait de bien faire cuire, bien faire compoter la canneberge, d'accord? Ça marche aussi avec du frais, mais la canneberge congelée fonctionne très bien. C'est un fruit qui se congèle très bien, hein. Vous le sortez du congélateur, et il est aussi comme si elle était fraîche pratiquement, d'accord? Donc c'est congelé, ça va très très bien. Donc pour récupérer la purée de canneberge, vous allez la voir dans la recette, j'ai pris les canneberges. J'ai pris une partie du sucre de ma recette pour mettre avec les canneberges. J'ai laissé compoter dans ma casserole. On attend qu'elles explosent, hein, qu'elles éclatent, vraiment que le jus commence à ressortir. On laisse compoter à peu près, on va dire, 15-20 minutes, on va dire, environ. Une fois que c'est compoté, je vais la tamiser. Vous prenez une passoire et on la tamise. Parce que dans la canneberge, il y a... Des petites graines. Il y a beaucoup de petites graines, exactement. Mais cette petite graine-là est aussi importante parce que ça permet d'avoir... Il y a de la pectine dans ces graines-là. Et vous pouvez voir que la purée de canneberge, c'est quand même assez épais. Ça se tient bien. Ça, c'est dû à la pectine qu'il y a dans les grains de la canneberge, d'accord? À la chair, bien entendu, mais aussi avec la pectine qu'il y a dans les grains. Donc la pectine, c'est un agent naturel solidifiant. Voilà. Exactement.
On s'en sert de plus en plus, la pectine en pâtisserie, pour remplacer la gélatine en fait. Parce que la pectine, c'est naturel, c'est généralement fait avec des pépins de pommes ou autres pépins. Et la pectine, en fait, c'est une fibre. Et c'est une fibre qui va, en fait, quand vous allez cuire avec des purées de fruits ou des choses, c'est une fibre qui va capter l'eau dans la purée de fruits. Et donc, c'est là que vous avez des textures beaucoup plus agréables qu'une gélatine qui est des fois un petit peu, j'exagère dans l'élasticité, mais c'est un petit peu plus élastique que la pectine, qui est beaucoup plus fondante et beaucoup plus fraîche en termes de goût. Parce que la gélatine a tendance aussi à capter un petit peu les saveurs du fruit. Donc, une fois que c'est écrasé, j'ai ma purée de canneberge qui est là. Et on va passer au confit. Donc, purée de canneberge. Hop, comme ceci. Purée de framboise. Alors, vous pouvez très bien prendre des framboises fraîches, parce que des fois, il y en a qui aiment avec les petits grains de framboise, c'est toujours agréable aussi. On fait des pâtisseries des fois avec le pépin de framboise, parce que ça donne un côté crunchy qui peut être agréable. Là, j'en ai pas, mais vous pouvez le faire. Donc, la purée de framboise. Donc juste pour rappel, là le chef est en train de préparer une gelée, un gel de canneberge. Ouais, un confit. On appelle ça des confits en pâtisserie, mais une gelée de canneberge, c'est la même chose. Okay. Ça va être pareil. D'accord? Donc, des petites choses à savoir sur l'agar. Donc l'agar, c'est quand je vous explique, un gélifiant naturel, mais il faut que l'agar, pour qu'il travaille, en fait, pour qu'il fasse son travail de gélifiant, on a besoin de le bouillir. D'accord? Donc c'est important de le bouillir. On n'arrête pas la première ébullition. Une fois que ça commence à bouillir, on continue un tout petit peu de le faire bouillir pour être sûr que la réaction de la gélification de l'agar va bien fonctionner. D'accord? Donc ça, c'est important aussi. Donc l'agar, c'est un produit qu'on trouve relativement partout, en général. Donc s'il y en a qui ne veulent pas le mettre de gélatine, ce n'est pas la fin du monde. Vous remplacez un peu la gélatine avec une toute petite quantité d'agar. Il faut savoir, pour cette recette-là, j'ai que 2 grammes. 2 grammes d'agar. Donc c'est vraiment très peu. Donc si vous en mettez trop de l'agar, après vous pouvez faire une balle de ping-pong et ça va rebondir partout. Hein. Donc attention, l'agar, il faut le doser, mais vraiment très très bas, les quantités. Le jus d'orange, je le mets directement dans les purées. Hop. Ça, j'ai plus besoin. Ici, j'ai mon sucre, l'autre partie de sucre que j'ai mis une partie dans les canneberges tout à l'heure, si vous avez bien écouté, et l'autre partie du sucre, je l'ai mélangé avec l'agar. Toutes les pectines, agar, toutes les produits autres, toujours mélangés avec du sucre. Pourquoi? Ça va vous éviter les motons, okay, les petits grains. Parce que l'agar, en fait, si je le mets directement dans la purée avec l'humidité, ça va tout de suite l'absorber et vous allez beau mélanger ou quoi que ce soit, vous allez avoir du grain. À manger, c'est pas génial. Donc en fait, on le mélange bien avec du sucre et ça va permettre de bien diluer. Ah, je comprends. Donc on mélange en pluie. Mettez pas tout d'un coup non plus. Okay, toujours prendre le temps. Alors, pendant que le chef continue, est-ce que quelqu'un veut poser une question au chef? On va profiter. Est-ce que quelqu'un a une question sur la recette? Ah, juste là-bas. Le petit micro. Ah, elle est là. Ah, parfait. Ah, génial, merci. S'il vous plaît, chef, pour la pectine, est-ce que quand on ajoute la pectine, ça aide pour la conservation? Pas forcément. Non. Pas forcément. Non, la pectine n'a pas forcément cet intérêt de conservation plus ou moins. Non. Peut-être plus que la gélatine, je suis d'accord, mais pas forcément, on ne s'en sert pas forcément pour ça. C'est plus pour la texture et vraiment le goût. Est-ce qu'il y a une autre question, éventuellement? Ah, juste ici. Allez-y. Est-ce qu'on pourrait remplacer la framboise par autre chose? Tout ce que vous voulez, tout ce qui vous fait plaisir. Non. Et idéalement, quelque chose de fruits rouges, hein, un fruit rouge qui va avec, un bleuet, une camerise. La camerise est très populaire en ce moment, on la voit de plus en plus. Vous connaissez la camerise? Un petit bleuet un peu plus long, un petit peu amer, beaucoup d'antioxydants, parfait pour la santé, d'accord? Mais oui, une camerise, ça va très bien. Hein, là, j'ai fait à la canneberge, mais vous pouvez prendre exactement la même recette et vous mettez de la camerise à la place, ça va faire le travail, d'accord? Allez, on se fait une dernière question pour quelqu'un, juste ici, si vous. Merci, bonjour. Par quoi est-ce qu'on peut remplacer l'orange ici? Par un autre liquide, ce que vous voulez. On peut même enlever l'orange si vous voulez, c'est vraiment une petite quantité, c'est juste pour rehausser le goût de la canneberge, mais vous pouvez remplacer par de la framboise si vous voulez. Si vous ne voulez pas mettre de jus d'orange, vous mettez autre chose, il n'y a aucun problème. Parfait, merci. Alors, chef, merci. Donc là, on continue la préparation. Donc là, mon agar commence à bien bouillir avec le sucre. Donc moi, j'ai préparé à l'avance, en fait, de la gélatine. On appelle ça de la masse gélatine. On en sert beaucoup maintenant. Alors, qu'est-ce que ça permet?
Normalement, une gélatine, c'est en feuille. On la met dans l'eau, vous savez. La gélatine a besoin de boire une certaine quantité d'eau pour qu'elle soit complètement réhumidifiée, en fait. Donc, en fait, normalement, une feuille de gélatine comme ça boit 6 fois le poids d'eau, en fait. Donc, c'est-à-dire une feuille de gélatine pèse en général 2 grammes, c'est une moyenne. On va mettre 6 fois le poids d'eau, donc 12 grammes d'eau. Ce qui me donne, en tout, 14 grammes de masse gélatine. D'accord ? Ici, j'ai mon eau et ma gélatine. Alors, à la maison, ce n'est pas très grave s'il manque un peu d'eau, mais pour une production de gâteau, c'est important, parce que s'il manque de la gélatine dans l'eau, la gélatine va aller chercher l'eau, ou ça, dans le gâteau. Donc vous allez avoir des gâteaux qui vont un petit peu être desséchés au bout d'un certain temps. D'accord ? Donc c'est important de bien hydrater sa gélatine. Il faut en savoir des choses, hein. Ça en fait, effectivement. Donc la recette du chef, vous allez pouvoir la retrouver sur la page Salon du chocolat. Puis on profite de sa présence. Je passerai le micro pour d'autres personnes à un moment donné si vous avez des questions. Ce sera juste un petit peu après. Mais je vous rappelle que la démonstration que le chef est en train de donner, vous allez pouvoir déguster parce qu'on va passer dans la salle pour vous faire goûter. Messieurs, dames, je vous demanderai de ne pas sauter sur les personnes qui arrivent avec les plateaux parce qu'on va essayer d'en donner un petit peu à tout le monde. Et ne soyez pas déçus si vous n'avez pas réussi à avoir un petit morceau. Parce que des démonstrations, on en a encore cet après-midi, il y en a encore demain, et puis il y en a encore après-demain, et puis c'est fini. Donc, ma compotée est prête, d'accord. Alors ici, j'ai un moule en silicone, hein, on s'en sert énormément en pâtisserie de plus en plus. Donc en fait, ça a 2 utilités. Déjà pour faire refroidir mon confit plus rapidement, mais aussi, mon confit va avoir 2 utilités. Une que je vais mixer une fois qu'elle va être froide, je vais la mixer et la texture va rester souple, donc je pourrais pocher des choses avec. Et aussi, comme ici vous voyez, hein, dans un moule, ce qui va me permettre de faire des petits cubes de décoration pour décorer ma pavlova. D'accord ? Donc en une recette, je fais 2 choses. Hein. On a beaucoup vu ça hein, après Covid, ou pendant la Covid. On a simplifié aussi beaucoup de choses. On a aidé énormément nos clients à simplifier les recettes. C'est-à-dire qu'on est parti d'une recette et avec une recette, j'ai réussi à faire plusieurs gâteaux, plusieurs utilités pour vraiment faciliter le travail aux patrons qui avaient du staff qui n'était pas là. C'était souvent ça qui se passait. Donc je vais couler directement mon confit dans le moule. Alors bien sûr, si vous n'avez pas de moule, ce n'est pas la fin du monde. Hein. Vous prenez une petite boîte en plastique carré, vous coulez dedans et puis ça fait le travail pareil. Hein. Est-ce qu'il y a besoin de graisser Non, absolument pas. Okay. Le moule silicone, en fait, hein, permet quand même, ça dépend sur quel type de produit vous allez faire. Si vous cuisez, des fois, c'est toujours bien d'assurer avec un petit peu de graisse. Mais pour tout ce qui est confit, crème ou quoi que ce soit, aucun problème, vous pouvez directement couler dedans. D'accord ? Donc ça va refroidir. Merci. Et on va passer à la prochaine recette, qui est une chantilly au chocolat. Parce que pour l'instant, je n'ai pas beaucoup parlé de chocolat, mais là, on va parler de chocolat. Enfin. Alors moi, j'ai une question pour toi, chef. Oui. La différence qu'il y a entre une chantilly et une crème montée? Alors la crème montée, c'est... une crème montée, en fait, il n'y a pas de sucre. Tout simplement. C'est une crème fouettée, montée, fouettée. C'est une crème qu'on va monter pour faire une mousse au chocolat, par exemple. Une crème chantilly, comme son nom l'indique, c'est une crème qui a du sucre dedans. Donc en général, une bonne crème chantilly bien stabilisée, bien faite, c'est environ 10% de sucre. Pas plus. D'accord ? Okay. Donc pour environ 1 litre de crème, je vais mettre 100 grammes de sucre. D'accord ? Pas plus. Ça ne sert à rien d'en mettre plus. OK ? Parce qu'après, c'est trop sucré, et ainsi de suite. On met toujours aussi un petit peu de vanille, hein, c'est toujours meilleur, dans une chantilly. Et la crème montée, comme je vous dis, c'est une crème qui est juste montée, tout simplement. Attention de ne pas trop la monter, parce que sinon, ça devient... Du beurre. Du beurre. Donc... Oula, ça crie, là, excusez. Donc ici, dans ma recette, j'ai une partie de crème, 35%, avec un petit peu de lait. D'accord ? Alors, j'aime dire, je ne sais pas si c'est bien, mais en pâtisserie, on aime tout ce qui est la crème 35%. Le lait, idéalement, prenez du 3,25%. C'est ce qu'il y a de mieux, en fait, pour faire des recettes. Pour plusieurs choses, en fait, hein, pour la matière grasse qui est contenue dedans, qui va aussi capter plus les saveurs hein, du chocolat et ainsi de suite. Donc, je ne travaille jamais avec du lait 1%. Jamais. Hein. 2%, ça peut m'arriver, mais c'est vraiment généralement 3,25%.
On appelle ça plus du lait entier, mais ici, on appelle le 3,25. Mais c'est ça. Idéalement, c'est vous utilisez tout ce qu'il y a de plus gourmand. Le gras, c'est la vie. C'est ça. Alors, dans la recette aussi, j'ai du glucose. Alors, le glucose, ça ne doit pas beaucoup vous parler, mais la solution dans le magasin, c'est le sirop de maïs, d'accord. Le glucose, c'est juste, on a travaillé, c'est de l'amidon, en fait, qui a été une hydrolyse de l'amidon. L'hydrolyse de l'amidon, je le fais très rapidement, mais en fait, ça permet de retirer le sucre de l'amidon et vous avez un glucose. Et le glucose permet des textures, déjà un petit peu plus, en fait, vous voyez, le glucose, c'est un petit peu élastique. Donc un glucose qui est élastique, ça va vous donner, j'exagère dans ce que je dis, mais ça va vous donner une crème qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus élastique aussi, d'accord. Et c'est aussi un anticristallisant, d'accord. Donc dans certaines recettes, on s'en sert. Quand il y a beaucoup de sucre dans une recette, ça évite au sucre de recristalliser, ce qui peut arriver des fois, d'accord. Donc sirop de maïs, ça fait la job. 11 minutes, on est parfait. Donc ici, j'ai une deuxième partie de crème. J'ai du chocolat noir. Donc, chocolat noir, j'ai pris un chocolat 70%. C'est un chocolat qui s'appelle Ocoa. Donc, il est disponible chez IGA. Si jamais, je ne fais pas de pub pour forcément. Non, c'est juste de l'info. Il est disponible chez IGA. C'est un des seuls chocolats qu'on vend de notre compagnie pour les grandes surfaces. D'accord. C'est pratiquement le seul avec le chocolat au lait Alunga. D'accord. 2 chocolats. Ocoa, 70%. Et le Alunga, c'est 41%. Et c'est un chocolat au lait. Il faut savoir que les chocolats au lait, on est dans des tendances un peu plus cacao dans le chocolat au lait. On a retiré le sucre un peu du chocolat au lait et on va monter dans le pourcentage de cacao dans les chocolats actuellement. C'est la tendance du marché, c'est ce que je vous disais, la pâtisserie est moins sucrée. On essaye de suivre le mouvement avec toute autre matière pour diminuer le sucre tout simplement. Parfait. Je vais juste profiter, pendant qu'on va faire deux, trois petites choses. J'avais une petite question. C'était qui? Ah, c'était vous. On va en profiter, allez-y, madame. Merci. Je voulais savoir pourquoi est-ce que vous avez utilisé 2 choses pour des gélatines. Pourquoi? Oui. Alors, dans ce cas-ci, en fait, moi, ça me permet d'avoir les 2 textures. Ça me permet d'avoir la texture un peu souple, mais aussi la texture avec la garde pour faire des petites cubes de gelée. Donc, c'est vraiment pour ça que je mets les 2 sortes de gélifiants dans mon confit. Ça a vraiment un sens. C'est pas juste... Hop! C'est pas juste pour faire bien, c'est vraiment parce que la garde va me permettre d'avoir une gelée qui va être un peu plus ferme. Et donc à pouvoir décorer ou faire des petites choses à côté. Alors, juste, messieurs, dames, vous avez vu, hein, ça a bouilli, c'est sorti de la casserole. Il est normal, il est comme nous. Lui aussi, il brûle des choses, c'est un chef, mais ça marche pareil, messieurs, dames. Il n'est pas surhumain. Ah, ça m'arrive, c'est le genre de choses, ça fait comme je dis, ça fait longtemps que je travaille, mais ça m'arrive, mes collègues pourront vous le dire, ça m'arrive souvent. Et en plus, on t'a perturbé, on t'a posé des questions. Merci beaucoup. Donc, la crème, chauffée, bouillie, pas débordée. Donc, on la baisse sur le chocolat. OK. Bon. Ce qui est important, le chocolat, dans toutes les préparations chocolat que vous allez faire en général, ce qui est important, c'est de laisser tranquillement fondre le chocolat avant de commencer à le battre. Est-ce que vous savez pourquoi? Non. Bon, bah alors, dans le chocolat, il y a du beurre de cacao. Le beurre de cacao, c'est un élément solide. Et en fait, je le fais très rapidement aussi, mais le beurre de cacao est composé de différentes molécules, alpha, bêta et ainsi de suite. Et en fait, chaque molécule contenue dans le beurre de cacao fond à des températures différentes. Donc, en fait, si on va mélanger trop rapidement le chocolat, il se peut qu'il y ait certaines molécules dans le chocolat qui ne soient pas correctement fondues. Ça n'arrive pas, mais ça peut arriver, d'accord? Donc, en fait, on va bien laisser fondre tranquillement avant d'enchaîner sur l'émulsion, c'est-à-dire de commencer à créer le noyau élastique qu'on appelle, pour pouvoir bien lier les 2 gras ensemble, d'accord? Donc ça, c'est très important. Toute matière qu'on utilise avec le chocolat doit être émulsionnée. On parle souvent de l'exemple de la mayonnaise, c'est exactement le même principe. Vous savez, si vous mettez trop d'huile dans un jaune d'œuf avec une moutarde, ça ne va jamais monter. Parce que vous n'avez pas créé le petit noyau élastique, c'est-à-dire les protéines de gras mélangées avec les protéines du jaune d'œuf, et ça ne va pas bien commencer à prendre, d'accord?
Donc c'est important. C'est la même chose avec le chocolat. Tu vois, on fait un peu de cuisine aussi. On fait de la cuisine, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est très, très précis. Hein. On fait de la chimie aussi. C'est fou, ces cours de chimie où on s'endormait, mais finalement, ça a un sens parce que c'est exactement ce qu'on est en train de faire. L'émulsion, on vient chercher avec la friction des bulles pour unir deux matières. Et là, le chef est en train de préparer une ganache. Ça, c'est une chantilly au chocolat au lait. Alors, mais c'est bien, tu as bien fait de le dire. Le nom que les pâtissiers utilisent plus, c'est le ganache monté. Parce qu'on part sur une base de ganache, donc crème chocolat. Et après, je vais ajouter une autre partie de crème froide. D'accord? Alors, on a des petits pieds mélangeurs. Hein. Les pieds mélangeurs, j'aime dire que c'est un de mes outils que j'aime bien. On s'en sert énormément pour avoir des textures parfaites, pour avoir un mélange parfait et quelque chose de très homogène. D'accord? Donc, on s'en sert de plus en plus, des petits mélangeurs comme ça. Donc, vous voyez, ma ganache, elle est très brillante. C'est signe que l'émulsion a été faite, que les gras ont été bien liés. D'accord? Et petit à petit, je vais ajouter ma crème froide. Ah, donc là, tu fais la chantilly avec le pied mélangeur. Exact. Ok. Autant pour moi, il n'aura pas besoin. Mais ça, non, c'est une préparation. Non. Ça, c'est une préparation que je fais la veille pour le lendemain. D'accord? Parce que le chocolat dedans, comme je vous disais, il y a du beurre de cacao. Et il faut que ce beurre de cacao recristallise. Il redevienne un petit peu plus dur. D'accord? Donc, je conseille pour chez vous de faire ça la veille ou même 2 jours avant. Il n'y a aucun problème. Organisez-vous, comme ça, vous allez voir, ça va être plus facile de faire des petits gâteaux pour vos invités. Donc, vous pouvez faire ça 1 jour, 2 jours avant. J'ai aucun problème. C'est une chantilly qui peut se garder 4 jours sans aucun problème au frigo. Parce qu'il n'y a pas d'œufs, il n'y a pas de choses bactériologiquement dangereux, on va dire. Okay? Donc 4 jours au frigo, ça fonctionne, pas plus. Hein. D'accord? Donc la crème froide, si vous n'avez pas ça, au fouet, d'accord? Aucun problème. On y va petit à petit. Surtout, ne mettez pas la crème froide et vous attendez et on commence à mélanger. Parce que la crème froide, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire durcir les molécules de beurre et après vous allez avoir des grains. Donc, la petite astuce, c'est de tamiser le mélange avec une petite passoire pour être sûr que vous avez 0 grain dedans. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable de pocher quelque chose avec un grain qui est bloqué dans la douille. On s'énerve un peu, d'accord? Donc, je continue. Hop. Merci. Et là, juste pour être sûr, je mélange toujours ça dans un container un peu plus haut. Ça m'évite déjà, quand je prends des bols, que ça aille un petit peu partout. Hein, la pâtisserie peut être vite, on peut vite être très sale, mais si on fait bien attention en prenant les bons outils, normalement, on ne salit pas. D'accord? On essaye en tout cas. C'est important dans ces bols-là quand même de prendre une maryse et de bien gratter tout autour. Parce qu'il se peut qu'il y ait du chocolat qui reste au fond, et là, vous allez encore avoir des grains. D'accord? Et la quantité de chocolat ne sera pas totalement dans ma crème. Donc c'est important de bien gratter autour pour être sûr qu'il n'y a pas de morceaux de chocolat à la fin. Merci. Par précaution, là je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que je l'ai préparé avant ma chantilly, mais par précaution, un petit tamis, merci Jérémy, un petit tamis, et on passe la chantilly dans un tamis, comme ça, d'accord? Toujours, une fois qu'elle est faite, filmer, donc prendre du saran wrap et filmer au contact, très important. Ça va vous éviter d'avoir une petite pellicule qui peut se mettre dessus, on appelle ça la petite croûte là. Et ça c'est pareil, après c'est pas très agréable dans une poche ou même à déguster. Donc c'est important de tamiser pour 2 choses, précaution déjà au niveau du grain et aussi pour avoir une belle fraîcheur de ganache le lendemain, d'accord, ganache montée. Alors juste petite parenthèse, vous me voyez donner des choses à des personnes derrière. Je voudrais juste qu'on prenne 2 secondes, s'il vous plaît, pour applaudir très fort les élèves de l'école hôtelière de Montérégie qui participent avec nous aujourd'hui. Merci infiniment. Ouais, c'est toutes ces petites mains qui font que ces choses fonctionnent comme si c'était normal. Mais c'est une belle organisation. Merci beaucoup. Je le ressouligne, je voulais le dire aussi. Mais je le ressouligne, hein, c'est la future génération, comme on dit souvent. Nous, à l'Académie, ça nous tient très à cœur. Hein, j'ai ma collègue ici qui s'en occupe énormément. Mais ça nous tient très à cœur, en fait, de former la future génération parce que c'est les chefs de demain, donc tout simplement. Hein. Donc, si on veut une continuité dans le métier, on a besoin de gens comme ces personnes-là. Moi, j'ai aussi été assistant comme eux. J'ai aussi fait la plonge. Je la fais encore, vous inquiétez pas. Mais c'est très important. Hein. La formation est primordiale chez nous, en tout cas. C'est bien de le souligner. Donc, ensuite, je vais commencer donc le montage de
Il me reste 3-4 minutes, c'est ça? Oui, même 5. Même 5, parfait. Donc ici, j'ai ma ganache montée. Ça, c'est comme à la télé. Hop, elle est faite. Donc, elle était liquide tout à l'heure. Et elle va être un petit peu plus solide. Vous voyez? En général, on dit 24 heures, parce que c'est une précaution de dire 24 heures. C'est des chantilly qui ne vous en servez pas tout de suite. Ça ne montera jamais. D'accord? Parce que le chocolat, je répète, ne sera pas cristallisé, vous n'allez pas avoir quelque chose qui va monter. Ou alors, ça va se séparer. Vous allez avoir des grains dedans qui vont se séparer, les molécules de gras qui vont se séparer. Donc, ce n'est pas des chantilly qu'on peut monter tout de suite. Donc, on les laisse vraiment dans le frigo. Et puis, je dirais, allez, au bout de 5-6 heures, vous pouvez la monter. Mais prenez pas de chance. Vous la faites 2 jours avant, 1 jour avant. Comme ça, vous faites ça, votre gâteau par étapes. D'accord? Parce que une pâtisserie peut être vite une charge de travail. Si on fait le gâteau de A à Z dans une même journée, bah, vous allez arrêter la pâtisserie. D'accord? Il faut savoir que la pâtisserie aujourd'hui, on ne va pas se mentir, tous les gâteaux que vous mangez, je vais peut-être vous l'apprendre, mais tout est congelé. La plupart des produits qu'on fait de toutes les étapes de nos pâtisseries sont congelés. Mais à la fin, je dis toujours, si c'est bien congelé, bien fait, vous n'allez pas voir la différence. Et bien au contraire, des fois, la congélation va nous permettre de faire maturer les produits qu'il y a dans des gâteaux. Une mousse chocolat sera toujours meilleure le lendemain ou le surlendemain. Toujours. D'accord? Un macaron, j'ai travaillé dans le macaron, j'ai fait des millions de macarons. Un macaron ne sera jamais bon le jour même. Un macaron sera toujours meilleur 2-3 jours après. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une osmose en fait de la ganache versus la coque qui va se créer, l'humidité, on va avoir cette coque un petit peu croustillante et un intérieur parfait en termes de dégustation. Donc en fait, il faut savoir que la pâtisserie, c'est pas vrai que les pâtissiers se lèvent à minuit, ça arrive bien sûr, mais c'est pas vrai qu'il faut... Tous les gâteaux que vous voyez dans les vitrines, ça ne sort pas le matin même. Hein. Certains gâteaux, on est obligé, comme les millefeuilles ou des choses comme ça, parce que c'est des gâteaux qui ont besoin d'être montés frais, mais des gâteaux comme en mousse, comme on appelle, hein, les gâteaux, les entremets, ça non, c'est fait d'avance. Finition le matin très généralement, mais après, c'est bien fait d'avance. Les bûches de Noël hein, sont déjà faites pour certaines entreprises depuis 1 mois, 2 mois. On ne va pas se mentir. D'accord? Et vous ne voyez pas la différence. Elles sont aussi bonnes. J'aime bien des fois dire un peu la réalité du métier quand même. Merci. Donc, ma chantilly ici. Donc, chantilly chocolat noir. Alors, pour ceux qui sont aventureux et qui voudraient faire une chantilly au chocolat au lait, la recette va changer. D'accord? Parce que dans le chocolat au lait, j'ai un petit peu moins de beurre, ça dépend, mais j'ai un petit peu moins de beurre de cacao. Donc la texture de votre crème au final risque de changer. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Donc c'est pour ça que la pâtisserie, hein, vous ne pouvez pas prendre cette recette-là et puis faire un petit peu, oh ben moi je vais faire un peu de ci, je vais mettre un peu de ça. Non, les recettes sont vraiment calculées pour que cette chantilly soit à cette texture-là, ce goût-là et ainsi de suite, d'accord? Vous pouvez prendre un autre chocolat noir, oui, d'accord? Là, c'est un chocolat à 70%. N'allez pas non plus dans du 50%, parce que sinon, vous allez dire, Nicolas, il m'a donné une recette qui est très sucrée. D'accord? Il faut aussi balancer tout ça. Donc, vous voyez, là, il y a beaucoup de réflexion derrière. Bah, comme la cuisine. Hein. C'est ça, ça ne s'improvise pas. Ça ne s'improvise pas. Donc, des fois quand même. Ma ganache est montée, elle va être montée. Alors, il faut faire attention à ce genre de ganache montée, chantilly, chocolat. Il faut faire attention parce que si vous la montez trop, vous allez avoir quelque chose de très gras en bouche, hein, qui ne va pas être agréable à manger. Donc, vous allez avoir quelque chose qui va ressembler un peu à du beurre. Hein, quand on monte une crème qui est trop montée, c'est gras, parce que vous allez justement faire ressortir toutes les matières grasses. Donc, ça ne va pas être bon. Donc, attention de ne pas trop monter ce genre de chantilly-là. Je vais vous faire voir la texture, bien sûr, mais faites attention. Hop, donc, on va préparer tout d'avance pour la décoration de cette pavlova. Donc, on est prêt. Donc, vous voyez, la pâtisserie, c'est de l'organisation. Hein, tout est prêt à l'avance. Ça va vous faciliter, en fait, et ça va vous donner le goût de faire de la pâtisserie. Hein. Si on a organisé, bah, ça démystifie un petit peu le côté compliqué de la pâtisserie. D'accord? Donc, vous voyez, moi, j'ai toutes mes petites boîtes qui sont prêtes. Et la production, c'est exactement la même chose. Donc là, ici, on a le petit confit, le gel. Exactement. Ici, j'ai mon petit gel que je vous ai fait voir, que j'ai coulé dans les plaques, qui va me permettre de faire des petits cubes pour pouvoir décorer ma pavlova. Ici, j'ai fait un petit crumble. Je n'ai pas mis la recette, mais vous faites un crumble que vous avez l'habitude de faire,
que j'ai trempé un petit peu avec du chocolat pour préserver le côté crunchy. D'accord? Parce que le crumble, si vous le mettez à l'humidité, il va être un peu mou. D'accord? Donc, j'ai préservé en fait en mettant du chocolat autour, tout simplement. OK? Des petites framboises pour apporter un peu de fraîcheur, et puis des petites décorations chocolat. Ça, c'est obsolète. Vous faites comme vous voulez à la maison, parce que c'est un peu plus technique. Il y a mon collègue demain qui va passer, qui va vous expliquer un peu comment ça se passe, le chocolat, la cristallisation. C'est un petit peu plus technique, d'accord? Donc après, je dirais, la créativité de chacun, c'est ça qui fait que vous allez être fier de votre gâteau, d'accord? Moi, je crée comme ça, mais je sais que vous allez pouvoir faire peut-être mieux que moi ou à votre façon. Et c'est là qu'il faut, je n'impose rien dans la décoration, d'accord? Donc là, on va passer au montage du pavlova. Tranquillement, pas vite, on va passer à travers vous pour vous faire déguster ce que le chef a préparé. Alors, s'il vous plaît, messieurs, dames, je vous demanderai de ne pas sauter sur les personnes qui vont faire le tour. Et normalement, vous arriverez à goûter. C'est important de le dire parce que oui, non, ça va vite. on l'a souvent vu. Mais parce qu'on ne s'en rend pas compte, on ne veut pas faire mal, mais on veut juste se dépêcher pour prendre. Et puis l'autre personne veut faire pareil, puis l'autre personne veut faire pareil. Du coup, on se retrouve à 5 à sauter sur le plateau. Et puis finalement, il se passe une situation qu'on n'avait pas voulu. Donc c'est pour ça que je vous préviens. Donc ma chantilly, quand je vous disais, je suis en train de la monter tranquillement. Je n'ai pas besoin de la battre de trop. Je répète parce que c'est très important. Hop. Une maryse. Donc la maryse, c'est ça. Okay. Je sais qu'on appelle tout une spatule au Québec, mais une maryse, c'est vraiment quelque chose qui est plus souple. D'accord? Donc la maryse est très pratique pour bien gratter les bols vraiment au fond et ainsi de suite. Donc vous voyez, la chantilly là commence à monter. Je vous ferai voir la texture quand même. On ne la voit pas, je pense pas. Non, on ne voit pas. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Donc là, vous voyez, hein, Jérémy, tu peux voir, elle est un petit peu montée au centre, mais sur les côtés, c'est un peu limite. Donc, pour avoir quelque chose d'homogène, je vais la sortir du bol, ok, du batteur. Vous voyez la texture? Même chose, hein, le bec d'oiseau. D'accord? Mais, un petit peu comme tout à l'heure, j'ai fait, vous savez, quand j'ai raclé la ganache autour, je vais faire exactement la même chose. Parce que là, sur le bord du bol, c'est liquide, un petit peu. Donc, pour ne pas avoir de problème après dans ma poche, un côté dur, un côté liquide, et puis ça va partir partout, hein, je vais me remélanger correctement tout ça. D'accord? Donc, vous voyez, hein, tu le vois, on a un petit peu de liquide. Donc, on peut voir, je ne sais pas si vous le voyez. Non, voilà, c'est bon. Voilà, il y a un côté un peu liquide. Donc, ça, c'est vraiment important de remettre tout à la bonne texture. Et vous voyez le geste du chef de l'extérieur vers l'intérieur, ça c'est très important pour bien homogénéiser la texture et avoir quelque chose de homogène. Exactement. Donc là, je vais la monter un tout petit peu plus, mais je vais la finir à la main. Comme ça, au moins, je suis sûr que je ne vais pas exagérer ici à trop monter. Vous prenez un petit fouet, moi j'ai l'habitude, donc la maryse, ça va le faire. Mais je la monte pas trop non plus. Comme je vous dis, si elle est trop montée, vous allez avoir quelque chose qui va être très dur et qui ne va pas être bon à manger, qui ne va pas bien fondre dans la bouche. D'accord? Voilà. Donc, vous voyez la texture? Ah oui, Elle est souple. ça a bougé. Elle reste encore un petit peu en forme, mais je répète, sinon elle va être trop dure. Je suis chiant à répéter, mais j'aime bien faire comprendre le message. Donc ici, le deuxième outil le plus important du pâtissier, hein, la corne. Une corne. Hein, d'accord? La corne, c'est quelque chose qui est très pratique pour beaucoup de choses. Pour bien racler les bols, et pour racler les poches, pour faire plein de choses, pour gratter les pare-brises, hein, c'est très bien aussi. Donc, alors pour garnir une poche, hein, j'ai la main ici en dessous qui tient la poche. Et avec la corne, j'appuie pour bien glisser dessus. Alors une autre astuce, si vous n'êtes pas doué des deux mains. Dans un bol. Ah, exactement. Vous prenez un récipient, généralement d'1 litre. Vous allez enfoncer la poche, faire le tour, et comme ça, vous avez 2 mains disponibles pour pouvoir vider votre matériel directement dans la poche. Tiens, mon Jérémy. Merci. Alors attends, on va en faire une autre avec ça. Regarde. Tiens. Oh, pardon. Voilà. Merci. Donc, je vais me répéter. Donc, commencer à y j'ai aller. ma chantilly qui est prête. Alors, je peux le dire, hein, c'est savoureux, mais c'est pas sucré. Et la petite touche de fruits rouges, donc canneberge et framboise, ça vient équilibrer tout ça en bouche.
c'est du pur bonheur. Donc là, on va pouvoir commencer à passer entre vous pour que vous puissiez goûter. Si vous n'avez pas eu de petite dégustation, j'en suis désolé d'avance. Mais la recette, J'en ai fait 120, alors je ne sais pas combien Ah. on est, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, ça devrait le faire. Mais la recette est sur la page du salon du chocolat de Montréal, donc n'hésitez pas à vous y rendre si vous voulez reproduire la recette, parce que finalement, c'est très accessible, hein. On va simplifier, mais c'est une meringue chocolatée avec une crème montée au chocolat et une gelée de fruits rouges. Enfin, c'est ça. Donc, j'ai mon confit qui est déjà prêt à l'avance. J'ai ma chantilly qui est déjà montée à l'avance. D'accord? Préparez tout ça toujours, ok? Donc la dégustation arrive, c'est des petites bouchées. Hein, on va commencer à passer peut-être par le public ici qui est Tiens. devant. Donc, continuez. Allô? 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 c'est moi, c'est moi. Ah, c'est toi. C'est moi. Donc, je vais pocher l'intérieur de mes cavités que j'ai fait tout à l'heure avec la petite boule parisienne, d'accord? Donc, tu vois la texture, Oui. elle est vraiment très lisse, ok? Et ça, c'est le même produit, hein. C'est beau. Donc pour un dessert comme ça, comme le chef l'explique, vous pouvez vous y prendre à l'avance. Et puis dernière minute, vous avez tous vos petits éléments et vous avez juste à faire un petit montage tout rapide comme le chef est en train de préparer. Donc le pavlova, un dessert extrêmement bon, composé de meringues, de fruits rouges. Est-ce qu'on y rajoute de la glace des fois? On peut. On peut, Aussi, si on peut veut. aussi. Ok, on Mais peut. l'original, normalement, c'est une chantilly à la vanille avec des fruits et une meringue blanche. Ok. D'accord? Mais les pâtissiers, comme les cuisiniers, on revisite des choses, hein. C'est ça. Mais Donc, on n'oublie pas. Ma chantilly. Donc, je vais faire des petites boules très régulières autour. D'accord? Alors, on parle pas la bouche pleine, hein, mais pour ceux et celles qui ont déjà goûté, c'est comment? Ah, exactement, c'est super bon. Ah, génial. Donc, vous voyez, je poche sur les cavités. Et même chose, je fais faire la douille, je le laisse faire son travail. Je suis à peu près à 1 cm de la meringue. Et vous voyez, je poche. Dès que la boule est faite, je tourne. C'est tout. Donc un geste précis pour avoir à chaque fois le même résultat, c'est de toute Exactement. beauté. Une pâtisserie, je pense que vous l'avez remarqué chez les pâtissiers, on essaye d'être le plus régulier possible. Donc en fait, tous les desserts doivent être exactement de la même façon. Ça vous rendra qu'une vitrine encore plus belle et quand vous allez rentrer dans le magasin, vous allez faire waouh. Ok. Tiens chef, si tu veux, tu sais ce qu'on va faire? Je vais te laisser finir lui, et puis moi je vais m'essayer à finir le... Vas-y, vas-y. Alors, le chef a dit, on laisse faire la poche, on descend. Parfait. Wouhou! Donc, je vais continuer à décorer. Donc, j'ai des petites framboises ici, hein, toujours rappelées en fait dans un dessert. Mes collègues vont rigoler encore, mais je dis toujours en fait que je ne comprends pas qu'on mélange en fait, qu'on fasse mettre une feuille de menthe sur un gâteau au chocolat. S'il n'est pas à la menthe, il n'y a pas d'intérêt de le faire, ok? Donc en fait, il faut que le visuel vous dise ce qu'il y a dans le gâteau, toujours, d'accord? Ne jamais décorer parce que ça fait joli avec ça, avec ça. Non, prenez le fruit, prenez la base du gâteau en décoration. Comme ça, je rentre, je dis, ah tiens, il y a de la framboise, il y a de la canneberge. Bah, c'est un truc à la framboise et aux canneberges. Pas plus compliqué. Ça paraît logique. Ça paraît logique. Donc, on peut mettre aussi des petites canneberges fraîches. Donc, je vais couper des petites rondelles. On est dans les temps, Jérémy? Là, dès que tu as fini, c'est bien. Ok. Donc, je vais mettre un petit peu de canneberge comme ceci. Bon, une fois sur deux. Je parle beaucoup, c'est ça le problème. Non, mais on a appris plein de choses avec le chef. On a appris plein de choses avec toi. Voilà. Donc en décoration, un rappel de la composition du Exactement. dessert. Donc ici, des petites framboises qu'on va aussi poser dessus. Waouh. Ok. Donc j'aime bien couper les framboises en deux. Ça donne un côté un peu plus brillant hein, de la framboise. Hop. Comme ceci. Génial. Ça prend forme, ça prend forme. Ça paraît tellement facile quand on regarde faire. Mais moi, je me dis, je veux rentrer à la maison, je vais faire la même chose. Et puis, Donc, alors, on ne sait pas. la petite... Non, c'est pas grave.
Donc ensuite, j'ai les petites gelées ici que je vais couper. Donc, vous voyez, la gelée, elle se tient bien quand même. Hein. D'accord. Et tu peux la goûter si tu veux, Jérémy. Il veut pas goûter, bon, c'est pas grave. Ah si, pardon. Mais tu vas voir, la texture Merci. est très agréable. Elle est là. Donc là, c'est quel c'est l'agar-agar, hein? C'est l'agar-agar avec un petit peu de gélatine. Ok. Oui. Alors, je mets un petit peu de cube de canneberge, de confit de canneberge sur le dessus. Ah, merci. C'est ça que tu voulais? Non, c'est correct, Ok. je me suis débrouillé. Ok. Désolé. Donc, ce Voilà. qu'il y a de bien, c'est que ça va donner un petit kick. On vient récupérer l'acidité de la canneberge, la douceur de la framboise. C'est un bel équilibre, c'est pas trop sucré. On a la belle texture onctueuse de la crème chantilly, le chocolat qui vient sublimer tout ça. Et là, on termine avec un... Il vend bien, hein. T'as vu ça un peu? Il vend bien. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Mais messieurs, dames, j'aimerais s'il vous plaît qu'on donne une belle applaudissement pour notre chef, s'il vous plaît, Donc, Nicolas Dutertre. Bravo pour ce beau dessert. merci, merci. Donc, je finis très rapidement. Tu fais ça bien, tu fais ça bien. Donc, hop. Donc, vous voyez, hein, j'ai mis un petit décor chocolat, mais à la maison, vous pouvez très bien juste prendre du chocolat avec une petite grattoir dessus, puis vous mettez dessus. Ça fera la job aussi. Hein. Tac, comme ceci. Génial. Et comme ceci. Hop. Et un petit peu de crumble pour apporter un petit, Du croquant. un petit côté croquant. Hop. Comme ceci. Waouh. Et on est bon. Bravo. Bravo. Bravo, chef. Donc j'ai un petit présentoir ici. Ah. On est organisé, hein. C'est ça, je vois ça. Génial. Hop. Et voilà. Le pavlova du chef Nicolas Dutertre. Chocolat et canneberge. On a appris énormément de choses avec le chef. Merci beaucoup. Est-ce que tu voudrais dire le mot de la fin? Non, bah, il y a des questions peut-être, une question Ah, là-bas. petite question avant de partir. Ah, et puis une autre question ici. Ok. Ah, ça va fonctionner? Non, ça ne fonctionne pas. Ça va fonctionner. Si, ça fonctionne. 1, 2, test. 1, 2, test. Ah, 1, c'est 2, bon. test. Alors, merci beaucoup pour cette magnifique présentation. Je voudrais revenir en arrière quand vous avez fait votre montage de le chocolat avec la crème, donc la ganache. Vous avez mis du glucose. Dans toutes les recettes que j'ai vues jusqu'à présent, il n'y avait jamais de glucose. Est-ce que vous pouvez expliquer? Le glucose va apporter une texture un peu plus onctueuse, tout simplement. Ça marche sans glucose aussi, ça va fonctionner. Mais moi, j'importe en fait du glucose pour apporter cette texture un petit peu plus fondante. Et en fait, ce qui se passe, madame, je m'excuse de vous couper, mais c'est souvent dans les recettes qu'on peut retrouver à la maison et le travail du professionnel. C'est cette différence qu'il y a justement entre « je comprends pas, j'ai pourtant fait la même chose et ça sort pas pareil ». C'est que des petites affaires que les professionnels utilisent. Ce n'est pas des secrets, ce sont des petites choses, Des petites des petites astuces. Voilà. Mais Donc, moi, je vous ai mis maintenant que vous sirop, le savez. sirop de maïs dans la recette. C'est pareil, hein? C'est pratiquement pareil. Parfait. Monsieur, est-ce qu'il y a la photo aussi du gâteau fini dans vos recettes Non, je vais mettre le gâteau ici, vous allez pouvoir venir le prendre en photo. Alors, il y avait une petite dernière question juste ici. Waouh. Oui, oui. Je veux juste savoir, est-ce que vous le faites tirer le gâteau? Ça, c'est le genre de question que j'aurais posé normalement, madame. Ça, s'il vous plaît. C'est une bonne question. Donc Non. voilà, donc, je voulais remercier. Il ne sera pas perdu. Je vais faire le petit mot de la fin. Donc merci beaucoup d'avoir assisté. Je vois qu'on était très nombreux et je vois que le salon du chocolat est fait pour perdurer dans le temps. Donc on se reverra certainement l'année prochaine. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais être dans le coin pendant tout le week-end. Donc n'hésitez pas à m'aborder et puis je vais répondre à vos questions. D'accord? Merci encore. Merci à vous, Nicolas Dutertre. Merci. Alors, revenez nous voir, messieurs, dames, dans quelques instants, je dirais dans une demi-heure. Hein. Donc, comme je l'ai expliqué, on laissera les chaises libres de façon à ce qu'on puisse remettre tout ça d'aplomb. Et revenez nous voir, il y a encore une autre démonstration. Ce sera l'avant-dernière, parce qu'il reste encore 2 recettes. Ah, c'est gentil, merci beaucoup, merci. Et on se voit bientôt, merci.